Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue ce matin pour cette matinée Matinagri. Agridé est très heureux d'accueillir cette manifestation en partenariat donc avec Agiragri. Agiragri, c'est un groupement, nous y reviendrons, et il y a quelques mois, Ariel Deleste, qui anime ce groupement, réfléchissait avec le groupement et ses cadres dirigeants à redonner un nouvel élan à cette matinale Matinagri que beaucoup d'entre vous connaissent, qui se passait au Procope. Et la difficulté de faire venir les gens à Paris nécessitait de repenser l'événement et elle réfléchissait à le faire sur un plateau dans les locaux d'Agridé, par exemple, avec la possibilité de réaliser cette matinale en visio également. Donc je souhaite la bienvenue également à l'ensemble des personnes qui se trouvent dans les cabinets partenaires donc d'Agiragri. Et donc je lui ai proposé en retour de s'associer pour créer cet événement en partenariat. Et donc c'est la première invitation pour ce Matinagri nouvelle formule. Tout le monde ne connaît pas Agri, alors nous avons décidé d'inviter à part égale nos adhérents, nos sympathisants, les membres de nos conseils d'administration. Agridé, pour ceux d'Agiragri qui ne connaissent pas, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées consacré à la reconnaissance et au développement de l'entreprise agricole au sein de la chaîne de valeur alimentaire et non alimentaire. Nous avons une gouvernance, un conseil d'administration composé pour moitié de chefs d'entreprise agricole. Nous avons fait de l'entreprise agricole notre mantra et nous réfléchissons et nous produisons du contenu destiné à faire de ces entreprises agricoles des entreprises de leur siècle, actrices sur leur territoire et disposant de l'ensemble des codes, des outils leur permettant de développer leur modèle d'affaires. Nous fonctionnons avec des groupes de travail au terme desquels nos experts produisent des notes. Juste pour vous donner quelques exemples de travaux, et vous pourrez vous les procurer à la fin de ce petit déjeuner, nous travaillons sur des thèmes très divers à l'image de notre écosystème. On est un réseau multi-acteurs. Donc on est, j'allais dire, sur l'ensemble de la chaîne de valeur avec un tropisme gestion juridique de tout temps, raison aussi pour laquelle nous avons des liens particuliers avec Agiragri. Nos derniers travaux ont porté notamment sur la conciliation de la rentabilité économique et de l'action climatique côté agriculteur, de la souveraineté alimentaire avec le cas du poulet, de la dynamique agricole sur quelles compétences doivent demain disposer les chefs d'entreprise agricoles et leurs conseils. Ce sont trois thèmes qui résonnent dans la future loi d'orientation agricole qui sera présentée à la fin du mois en Conseil des ministres. Tout récemment, nous avons produit une note sur la vulgarisation du concept One Health, avec des propositions pour que ce concept One Health puisse pleinement intégrer les agriculteurs aux côtés donc, des autres acteurs de la santé animale, de la santé humaine et de la santé des végétaux. Prochainement, nous allons produire une note. Nous faisons appel parfois aussi à des experts extérieurs. En l'occurrence, il s'agira du cabinet Optime qui va nous proposer une note consacrée à la nouvelle évaluation de l'entreprise agricole qui paraîtra le mois prochain. Et puis, nous avons également la sortie d'un ouvrage prévu en avril sur société et droit rural. Je t'aime, moi non plus. Vous connaissez bien les rapports entre les sociétés agricoles et la régulation foncière. Et donc, nous avions organisé un bel événement rencontre de droit rural et la qualité des travaux nous a conduit à les publier. Enfin, je vous informe sur les derniers groupes de travail que nous avons lancés. Quelle politique agricole pour quelle Union européenne élargie
Et puis également la valorisation non alimentaire de la biomasse agricole, quelle contribution à la résilience économique des exploitations agricoles, en partenariat avec l'ACDV, l'Association pour la chimie du végétal. Et enfin, un groupe de travail au long cours qui pose Agridé comme fer de lance de la place des femmes dans le monde agricole. Un très beau groupe de travail auquel certains d'entre vous collaborent, qui s'appelle la dynamique de l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Voilà pour la présentation d'Agridé. Je vous dis à nouveau le plaisir que j'ai à recevoir aujourd'hui Sébastien Abyss, chercheur reconnu, membre de l'IRIS, directeur du Club Déméter, avec lesquels nous avons d'excellents rapports. Il présentera certainement rapidement ce qu'est le Club Déméter. Je passe à présent la parole au président du groupement Agir Agri. Merci et bon petit déjeuner. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Et effectivement, nous nous retrouvons pleinement dans cette collaboration avec vous, parce que le réseau Agir Agri, effectivement, a besoin on va dire, d'organisations comme les vôtres pour réfléchir, avancer. Et il est très utile que nous puissions échanger. On pense à la comptabilité environnementale, enfin des sujets voilà, de fond qui ne traitent pas du quotidien, mais qui pour demain auront certainement beaucoup d'importance. Donc voilà, c'est comme ça que l'on peut bâtir des collaborations. En tous les cas, donc, merci de nous accueillir dans un lieu donc, qui a de l'importance pour nous. Auparavant, nous étions dans un lieu aussi important, enfin, qui avait du sens, hein, le mythique Café Procope. Alors peut-être que dans quelques années, nous dirons que nous étions dans un lieu mythique, ici, rue d'Athènes. Voilà. Pour nous, c'est un rendez-vous important, ces rendez-vous de Matin Agri, pour donner du sens en fait, à l'action de ce groupement Agir Agri, sortir de notre quotidien. C'était un rendez-vous parisien. Voilà, pourquoi Paris? Parce que c'est aussi un lieu où les choses se passent et un lieu où il faut être pour échanger. Et nous avons voulu donner, peut-être grâce au Covid, une autre dimension, parce qu'en fait, le Covid a fait que le nombre de participants a baissé. Et on s'est dit, c'est peut-être le moment de changer le système en allant toucher nos cabinets, puisque nous sommes 12 cabinets indépendants, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, nous avons actuellement 7 sites en province, voilà, que nous saluons tous, qui sont connectés, comme on dit, qui sont branchés avec nous, qui pourront chatter avec nous tout à l'heure, vous poser des questions, voilà, et pour pouvoir rendre cette réunion interactive et vivante du mieux que l'on pourra. En fait, qui est Agir Agri? Agir Agri, c'est 12 cabinets indépendants regroupés, plus de 200 implantations sur notre territoire. On va mettre un chiffre quand même, ou quelques chiffres, sinon on ne serait pas un cabinet comptable en fait. Donc 32 millions de chiffres d'affaires, plus de 600 collaborateurs qui font de l'agricole. Donc voilà, 600 collaborateurs qui font de l'agricole. Et nous accompagnons plus de 16 000 entreprises agricoles. Donc voilà, donc ça donne quand même du sens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Agir Agri émet une idée, ça a du sens, puisque derrière nous, nous portons tout ce paramètres agricoles. Donc voilà, et nous avons besoin de ce type de rencontres pour avancer. Agir Agri, un petit peu d'histoire, 2011, le volonté de quelques pionniers, il y en a un ici en face de moi, Olivier Augereau, qui a dit c'est important que l'on se fédère et qu'on puisse avancer tous ensemble et de proposer une alternative libérale. Alors voilà pourquoi libérale, c'est entrepreneurial, c'est-à-dire de mettre l'entreprise au sens de l'action. Et dans Agir Agri, il y a agir, donc d'être dans un mode d'anticipation. Et c'est là où on se rejoint avec Agri-ID, parce qu'on a besoin pour anticiper d'avoir quand même quelques informations ou quelques réflexions, quelquefois qui permet un raisonnement, pas toujours juste, mais au moins ça institutionnalise un raisonnement. Voilà, nous on dit modestement qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Nous on a plutôt travaillé pour le moment sur l'intelligence collective, voilà, qui nous permet en fait de partager des idées, partager des outils, voilà, d'être dans l'actualité, hein, donc la PAC,
Vous avez parlé d'un monsieur sans le nommer, sans passe-tout, enfin voilà, de choses où on fait qu'on accompagne en fait et on veut favoriser le développement de nos idées. Voilà, donc je parle et voilà, donc ça. Donc nous continuons à avancer. Donc vous avez la présentation de notre ancien logo, Agir Agri, voilà, le A, les deux A emblématiques, voilà. Donc si vous faites des recherches sur Internet, vous nous trouverez avec Agir Agri. Néanmoins, comme tout le monde, on a voulu créer sous l'aspect d'Ariel et Olivier, les deux Olivier, comme nous disons, voilà une nouvelle charte graphique, toujours avec nos deux A emblématiques, mais peut-être en y donnant plus de souplesse, plus d'agilité et de pouvoir nous permettre de faire une déclinaison, bien sûr avec toujours notre vert traditionnel, mais vous verrez qu'il se décline dans différentes couleurs en fonction des thématiques que vous aurez derrière. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est la logique de partager les valeurs. Alors, partager les valeurs au travers de partageons nos cultures. Alors, en agricole, partager des cultures, c'est la richesse des diversités de la France. Hein. Donc, on aura l'occasion de tout à l'heure, au travers du livre qui va nous être présenté, partager nos cultures de cabinet entre la viticulture, le mode d'expression que l'on a, et puis partager la culture agricole, en fait, qui nous ramène toujours à l'essentiel, c'est-à-dire sur le terrain et la réalité, et on le voit depuis quelques mois aussi, la réalité du climat. Voilà, on ne peut pas faire, on ne peut rien faire sans climat. On peut faire toutes les prévisions que l'on veut, mais à un moment donné, il y a quelque chose de supérieur qui s'appelle le climat qui peut nous emmener sur des sujets importants. Voilà, voilà la présentation que je voulais faire de notre organisation, de notre cabinet et surtout de nos valeurs. Donc voilà, la similitude entre partageons nos cultures et partageons nos valeurs. Donc, et le nouveau site internet. Voilà. Maintenant, je ne vais pas... Jean-Baptiste vous a présenté et donc nous sommes ravis de vous accueillir. Nous avons besoin effectivement de prendre parfois de la hauteur, alors sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que vous commencez votre livre par l'Everest. Alors je ne sais pas si c'était l'objectif de nous faire prendre de la hauteur, mais en tous les cas, ça y contribue fortement. Je pense que nous avons besoin de comprendre. Et pour comprendre, il faut travailler sur les niveaux supérieurs, et c'est ce que vous nous proposez dans votre livre. Vous nous dites, veut-on nourrir la planète? Alors, moi, j'emploie quelquefois le mot SVP, c'est-à-dire savoir, vouloir et pouvoir. Alors, est-ce que c'est le premier livre d'une trilogie sur la suite? Mais cette notion de volonté, elle nous interpelle quand même, parce que voilà, dans votre livre, vous mettez en avant cette notion que beaucoup de crises sont venues au travers de l'alimentation, du manque d'alimentation, jamais de l'excès d'ailleurs. Donc nous avons besoin de vous écouter et je vous laisse la parole pour nous emmener voilà, dans ces réflexions. Voilà. Et ce qui est important, c'est la logique aussi du développement durable que vous y apportez, parce que rien ne se fait sans rien avec l'économie, le social et l'environnemental. Bon, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci d'avoir lancé ce cycle de nouveaux rendez-vous en me conviant. Je vais aller droit au but en fait sur l'Everest alimentaire. C'est pas un livre sur l'agriculture et l'alimentation. Hein. C'est un livre pour savoir si on veut faire des choses ensemble et si on se rend compte de la complexité de ce siècle. Donc en fait, c'est un livre qui pose plus la question de la prise de conscience qu'il n'y a pas de planète B ni pour le climat, mais ni pour la géopolitique. Et je vais y venir. Et c'est un livre qui vise à expliquer que dans ce siècle, il faut à la fois cultiver la lucidité stratégique, arrêter de ne pas regarder la réalité en face, et en même temps cultiver l'ardeur joyeuse. Parce que s'il n'y a pas d'ardeur joyeuse, on n'ira nulle part. Et en fait, l'Everest, c'est assez simple. L'Everest, c'est si vous y allez les bras croisés, sans être préparé, et en plus vous avez le culot d'y aller tout seul, en fait vous êtes mort, et en fait vous ne montez pas. Et si vous restez trop longtemps sur le toit de l'Everest,
c'est-à-dire plus de 10 à 15 minutes grand maximum, en fait, vous ne redescendez pas, vous êtes mort. Et je vais vous expliquer pourquoi m'est venu l'Everest, mais rendez-vous compte, en 2023, on a fêté les 70 ans de la première ascension par l'homme de l'Everest, et je l'ignorais quand j'ai commencé à préparer le livre. Il y a moins de 7000 personnes qui sont allées sur le toit du monde en 70 ans. Certains d'entre eux sont allés plusieurs fois. Mais il y a moins de 7000 personnes en 70 ans qui sont allées sur le sommet de l'Everest. Beaucoup s'y emploient, échouent à une centaine de mètres, parce qu'en fait, quand vous êtes à plus de 8000, vous avez un tiers du niveau de l'oxygène que vous avez au niveau de la mer. C'est-à-dire que, outre l'épuisement d'une ascension qui est loin d'être facile, quand vous êtes à plus de 8000, vous raisonnez mal, vous pensez mal, vous n'avez pas d'oxygène, vous respirez terriblement mal, et donc c'est compliqué les derniers mètres. Et ce qui se passe souvent, en fait, c'est que beaucoup restent coincés entre 8000 et les 8848 et doivent redescendre, frustrés de ne pas avoir réussi, et épuisés par l'effort consenti. Ce qui fait que la probabilité de mourir ou d'avoir un accident cérébral, physique, de perdre un membre, durable, des conséquences, des séquelles durables dans la vie sont très fortes quand vous êtes à plus de 8000 et qu'il faut redescendre, que vous soyez allé en haut ou en bas. Et quand vous êtes en haut, tout en haut, eh ben, le Sherpa qui vous emmène regarde sa montre avec beaucoup d'attention, parce que si vous restez 5 minutes, c'est pas mal. 10 minutes, c'est vraiment pour les plus robustes. Et au-dessus de 10 minutes, la probabilité que le cerveau grille est totale. Donc en fait, vous restez pas longtemps. L'Everest alimentaire, c'est quoi? C'est que ce siècle est inédit, et on ne va jamais autant entendre parler d'agriculture qu'au cours du XXIe siècle, pour deux raisons. Un, nous ne sommes pas encore sur le toit démographique mondial, n'en déplaise à tous ceux qui racontent que la planète est en train de se dépeupler. Non, la planète est en train de grisonner, et on va avoir un siècle en cloche, c'est-à-dire que de 8 milliards actuels, parenthèse, c'est-à-dire 2 milliards d'habitants en plus depuis 20 ans, avec, pour un pays comme l'Inde, 380 millions d'habitants en plus en 20 ans. Et accessoirement, la Chine qui se dépeuple a gagné 170 millions d'habitants depuis 2 décennies. Ce n'est pas parce que nous, on est en hiver démographique que toute la planète l'est. Et je ne parle pas d'autres pays où les multiplications sont plus importantes. Donc on est à 8, on va grimper à 10, voire 11. Et on va rester autour de 10, entre 2,40, 2,45 et 2,65, 2,70, voire 2,80. C'est-à-dire que là, pour le coup, on va rester entre 20 et 40 ans sur le toit démographique du monde. Et en fait, il y a un truc qui est inédit dans ce siècle, puisqu'on va avoir une décroissance démographique naturelle par la chute de la fécondité qu'on observe et qui accélère. C'est pour ça que sur cette cloche et les pics démographiques, il faut avoir une fourchette très incertaine. Le pic, il va être atteint peut-être dès la décennie 40, et peut-être on va y rester 20, 30 ans, 40 ans, peut-être ce sera plus rapide. Mais on est au milieu du siècle, autour de 2,50, 2,60 sur le pic démographique. Et dans le dernier tiers de ce siècle, on va perdre de la population. Et peut-être qu'on en perdra davantage s'il y a des problèmes géopolitiques sur lesquels je vais parler peut-être plus longuement. Sauf que pour redescendre de ce toit démographique mondial, s'il n'y a pas d'oxygène et s'il n'y a pas de soutenabilité, donc en gros, de planètes bien vivantes, vous évoquiez, Jean-Baptiste, le sujet d'une seule santé, bon, bah, s'il n'y a pas toutes les santé réunies dans le dernier tiers de ce siècle, ça ne sert à rien de grimper sur le toit démographique mondial. C'est-à-dire, moi j'ai 2 petites filles, elles sont candidates pour connaître le 22e siècle. Comme beaucoup, j'espère que la planète soit viable dans le dernier tiers de ce siècle. Et donc, l'Everest alimentaire, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire qu'il faut intensifier la sécurité humaine par l'alimentation, et ça on a tendance à l'oublier, c'est que le match le plus difficile, il est devant nous. Et ce qu'il faut
accroître, sans hésiter en mettant le turbo, c'est la sécurité humaine, le bien-être humain, le développement humain et l'alimentaire jouent un rôle considérable. Mais ce qu'on doit faire en parallèle, c'est qu'il faut une décroissance des émissions carbone. Je dis bien décroissance des émissions carbone. Je ne suis pas décroissantiste, je suis décroissantiste du carbone. J'introduis tout de suite une petite nuance. Je suis moins choqué d'émettre du carbone quand je mange que d'émettre du carbone quand je me divertis. Ayons le courage de parler des carbones vitaux et des carbones superflus. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on émet du carbone à l'excès pour se nourrir, moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on compare? Donc avant de décarboner ce qui est vital, décarbonons ce qui est accessoire, et n'oublions pas que dans le bilan carbone agricole, le premier qui crame du carbone, et je me souviens d'une remarque de Marcel Lejeune il y a 2 ans, c'est pas l'agriculteur, hein, c'est celui qui consomme l'alimentaire. Et ça, on a tendance à l'oublier. Dans le bilan carbone agricole mondial à 25% des émissions totales, le consommateur fait partie de la balance. Hein, donc, à un moment donné, remettons un peu tout ça en perspective. Donc, l'Everest alimentaire, ça va être compliqué parce qu'au cours de ce siècle, il faut grimper, puisque s'il n'y a pas plus de sécurité humaine dans le monde de demain, bah, je peux vous assurer que ça va être sacrément sismique sur la scène internationale, parce que les faits sont très têtus. C'est que quand c'est tout vide dans votre estomac, il a cette capacité de générer naturellement une petite sonorité pour vous rappeler de le remplir, et que l'histoire nous enseigne que quand il y a plusieurs estomacs creux, ça fait beaucoup de bruit géopolitique. Cette probabilité s'accroît dans les prochaines années. Et je vais y venir pour différents facteurs. Et en parallèle, il faut faire cette décroissance carbone, et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. On est même en retard. Le tic-tac climatique, il est en train de s'amplifier, et avec des conséquences simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes climatiques qui s'emballent, il y a des transformations qui exigent de repenser des systèmes, des modes de vie, de s'adapter, d'innover. Et puis, il y a plus de monde. C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe climatique, non seulement vous le savez tout de suite, et puis il y a plus de personnes impactées. Donc, il n'y a plus d'imbrication des chocs dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça ce qui perturbe beaucoup d'états d'esprit aujourd'hui, c'est qu'on a une imbrication des chocs, pas que climatiques. On a une imbrication des chocs et la probabilité que les chocs se combinent entre eux s'intensifie par la force des choses. Donc l'Everest alimentaire, c'est ça. Et moi, en fait, j'ai pris cette image à l'hiver 2023. Mon éditeur, c'est pas mon premier livre, mais mon éditeur m'avait dit en décembre 2022, on lance une collection d'essais nerveux, prospectifs, grand public. Si tu as une idée, vas-y. Et je leur ai dit, après 20 ans d'observation sur le côté géopolitique des questions agricoles et alimentaires, dans le monde, en Europe ou ici, peut-être que je vais m'autoriser au bout de 20 ans d'essayer de cristalliser ce que j'ai pu voir, ce que j'essaye de comprendre, les questions que je me pose, les doutes que j'ai, dans quelque chose de ramassé. Et j'ai eu une grippe carabinée à Noël 22. Et je suis tombé par hasard sur un reportage sur l'Everest, d'un Norvégien qui s'est cramé sa vie pour tenter l'ascension de l'Everest, qui a tout cramé. Ses finances, sa famille, sa femme, ses enfants, son emploi, etc. Et en fait, en voyant ce documentaire, je ne suis pas alpiniste, je n'ai pas fait l'Everest, je n'ai pas fait le Mont Blanc, même si c'est quelque chose que j'aimerais faire pour mes 50 ans prochainement. Je me suis dit, c'est ça en fait, l'image qu'il faut prendre pour expliquer le côté extraordinaire du XXIe siècle pour la question agricole. Et donc, j'ai pris cette métaphore et j'ai pris un risque assumé. C'est que l'éditeur m'ayant demandé un essai nerveux, j'ai rédigé le livre au mois d'août dernier en 1 semaine sans me relire, envoyé tel quel à l'éditeur qui a eu le culot d'éditer tel quel. Donc je remercie souvent mon éditeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas corrigé, à part les 3 coquilles qui pouvaient se balader, et je ne me suis pas relu pour avoir quelque chose de nerveux. Sinon, vous êtes dans la nuance et moi je suis souvent
J'ai été diplomate pendant plus de 10 ans, j'ai tendance à vouloir arrondir les angles, etc. Donc là, je me suis dit, il faut prendre un truc nerveux, il faut prendre un truc qui fixe des balises, qui met des lignes de repères. Ce n'est pas un ouvrage sur l'agriculture, comment on va faire, comment on va s'en sortir. C'est pourquoi l'agriculture va être au centre de l'actualité pour tous, tout le temps, autour de tous les sujets dont on va parler. Pourquoi le sujet alimentaire est une obsession stratégique et pourquoi, et ça c'est la question principale qui m'anime, c'est que pourquoi face au dérèglement climatique et géopolitique, et je vais venir sur la géopolitique un instant, pourquoi face à ce double dérèglement climatique et géopolitique, pourquoi on a la très bonne idée en ce moment d'y aller tous en ordre dispersé et solitaire. Ce qui est la meilleure façon de jamais faire l'Everest. Donc dans le livre, oui, j'interroge fortement, comme je le fais depuis 3 ans, et pourtant je suis un peu responsable, Jean-Baptiste le sait, d'avoir reprovoqué le débat sur la souveraineté alimentaire. Mais j'ai toujours dit, depuis des années, souveraineté alimentaire, oui, à condition qu'elle soit solidaire, à la fois à l'intérieur d'un pays et sur l'ensemble de la planète. Si la souveraineté alimentaire n'est pas pensée de manière solidaire, ce n'est pas de la souveraineté alimentaire, c'est de la compétition alimentaire, de la confrontation alimentaire, de l'enfermement alimentaire, avec tout ce que ça peut vouloir générer. Donc oui, j'assume que dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Souveraineté, le versant instable ». Parce que géopolitiquement, en 2007-2008, quand il y a eu la crise alimentaire mondiale, moi j'étais à l'époque plutôt dans le fait que les pays travaillent ensemble, et j'ai été très frappé en relisant tous les grands discours de toutes les grandes conférences qui ont eu lieu entre 2007 et 2009. La grande question, c'était comment on s'organise collectivement pour réduire les risques. Pas une fois le mot de souveraineté était dans les textes. Vous avez vu que depuis 2020, c'est plutôt à chacun sa définition de la souveraineté, et même à l'intérieur des pays, personne n'est d'accord. Et on en parlait à l'instant, en l'espace de 2 ans, entre Sénat, Assemblée nationale, Conseil d'État et tutti quanti, il y a eu nombre d'auditions, de rapports, de documents sur la souveraineté alimentaire ou autre. Bon. Et on cherche, en fait, la définition. Moi, la définition, elle est simple. Souveraineté alimentaire solidaire, c'est quoi ? Luttons contre les micro-souverainetés locales, sinon ça s'appelle le jardin potager ou l'agriculture de balcon. Luttons contre l'opposition entre agriculture et pêche. On mange parfois des produits de la mer. Luttons contre l'idée que l'Europe des 250 serait le meilleur avenir possible sur ce continent. Quand on a eu 250 régions en Europe au pouvoir, dans l'histoire, je ne sais pas si en Europe on était mieux armés. En tout cas, je rappelle que si on a eu depuis 70 ans plus de sécurité alimentaire et plus de sécurité humaine, plus de bien-être humain, plus de loisirs, plus de farniente, je vais y venir, en Europe, c'est parce qu'on a arrêté de se taper dessus. C'est pas parce qu'on a trouvé de l'eau, de la terre et des agriculteurs sympathiques prêts à faire le job. En fait, il y a un truc tout bête sur lequel, dans le bouquin, je reviens beaucoup, c'est la confiance, la constance et, si possible, la cohérence pour faire un trio gagnant. Donc, attention à vouloir aujourd'hui des souverainetés de partout. La souveraineté, c'est comment je combine dans un monde complexe. Ce n'est pas climat versus sécurité. Ce n'est pas la santé versus l'économie. C'est cette combinaison incessante qu'il faut faire aujourd'hui entre les disciplines, les échelles territoriales, les années, parce que le climat va faire aussi que une année, ça va. Puis une année, ça ne va pas du tout. Ça peut être vrai à l'échelle d'un pays comme la France, alors qu'on pensait que c'était peut-être l'histoire lointaine. En Europe, on s'est gargarisé pendant des années sur le fait que le problème climat et agriculture, c'était et pour les autres et pour la fin de ce siècle. Non. Et je vous le dis tout de suite, sur l'agroécologie, c'est les autres qui vont nous apprendre comment on va faire. Ce n'est pas l'Europe qui va expliquer au reste du monde comment produire avec pas beaucoup d'eau et un climat compliqué. Soyons modestes au niveau des agricultures européennes. Dans le monde qui vient, on a besoin de savoir circulaire
d'expériences encore plus partagées, et moi j'ai l'intime conviction que le changement climatique va accentuer les interdépendances mondiales, d'où les souverainetés solidaires. Parce que si vous dites aujourd'hui, je ne parle même pas de votre petit déjeuner en cours, hein, où sans relation un peu longue de distance, vous auriez absolument quasiment rien sur votre table. Accessoirement. C'est pas grave, hein, on peut, parfois, vu de France et de Paris, faire un débat sur les circuits courts, tout en prenant un café, un jus de fruits. Il y a peut-être les pommes qui sont françaises, encore que. Hein, donc, nous avons des solidarités agricoles et alimentaires historiques, parfois excessives. Et les excès, c'est quoi? C'est d'avoir cru, dans l'entrée de ce siècle, dans certains espaces du monde, on a cru que l'agriculture, c'était fini. C'est-à-dire que le match était joué. Il n'y avait pas de problème. Comme il n'y avait pas de problème chez nous, il n'y avait pas de problème ailleurs. Et comme on a une capacité en Europe à avoir perdu de vue dans l'entrée dans ce millénaire le temps long, le côté prendre de la hauteur, on s'est embarqué dans des agendas futuristes, dématérialisés, à bas l'industrie, je ne reviens pas sur le Fabless de Chourouk il y a 20 ans, à bas l'agriculture, ça ne sert à rien. Franchement, en plus, ça coûte cher. Hein, il suffit de cliquer sur son smartphone aujourd'hui pour pouvoir manger même à 2 h du matin. Donc, à quoi bon l'agriculture? À quoi bon produire des choses qui se touchent dans le XXIe siècle? Et pendant ce temps-là, on n'a pas vu qu'il y a un monde qui a fait du réarmement agricole et alimentaire parce qu'en fait, lui, il avait la dalle. Et en fait, c'est ça aussi qui va se jouer dans ce siècle, c'est qu'il y a une partie du monde qui veut s'arracher de la sobriété alimentaire, qu'ils connaissent de manière forcée, et qui vont peut-être connaître de plus en plus dans les prochaines années. Et il y a une partie du monde qui va devoir retrouver de la sobriété générale. C'est pas revenir en arrière, c'est retrouver du bon sens. Qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qu'on doit prioriser, comment hiérarchiser les grandes politiques publiques, sur quoi investir. Je dis bien sur quoi investir. Moi, j'ai toujours dit, la PAC, c'est un investissement, ce n'est pas un coût. Sur quoi avoir de la justesse globale, c'est-à-dire mettre un prix juste à côté des valeurs qu'on décrète. Le juste prix de l'alimentation demain, c'est celui qui est bon pour la planète, ça va sans dire. C'est celui qui est bon pour sa santé, ça va sans dire. Mais s'il n'est pas bon pour l'agriculteur et le territoire qui vous entoure, que ce soit le local, le national, voire parfois, allons jusqu'au bout de la logique, puisque vous êtes en train de boire un café et éventuellement boire un jus de fruits, si ça permet à des agriculteurs à l'autre bout de la planète de mieux vivre, toujours mieux vivre, gagner de l'argent, se développer, être en sécurité, innover, tant mieux. Arrêtons de dire qu'il faudrait arrêter de déconsommer des produits du reste du monde. Tout dépend. Ce qui pose problème, c'est si on peut les produire ici. Et qu'on fait venir des produits d'ailleurs qui n'auraient pas de sens sur le plan agricole, sur le plan économique et alimentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous se débrancher. Moi, ma grande crainte géopolitique depuis le Covid, je l'avais dit au printemps 2020, ce n'est pas la relocalisation des productions. Tout ce qu'on doit relocaliser, tout secteur confondu, sur ce qui est stratégique, il faut le faire. C'est ça la souveraineté, c'est comment maximiser chez soi, à domicile, un maximum de sécurité sur ce qui est absolument indispensable. Et là où vous êtes à poil, parce que vous dépendez des autres, vous faites en sorte de ne pas vous fâcher avec les autres. Soyons très pragmatiques. Mais par contre, le grand danger depuis 3 ans, c'est la relocalisation des états d'esprit. Le chacun pour soi, les courses en solitaire, la loi du plus fort. Et cette loi du plus fort, sur le plan géopolitique, l'Europe n'a pas conscience aujourd'hui de ce qui est en train d'arriver. En 2019, j'ai dit qu'on avait une Europe herbivore dans un monde de carnivores et qu'on risquait de passer au menu. Enfin, on était déjà au menu. Ce qui est mal compris, me semble-t-il, actuellement, c'est que le combat climatique, on est en retard, il faut accélérer, il faut le faire, mais que si on veut le faire et espérer réussir le faire, il faut être en sécurité et en capacité de le faire.
Donc il y a un combat sécuritaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a un combat sécuritaire alimentaire, ça va sans dire. J'insiste pas là-dessus, mais même en Europe, on va devoir continuer à manger. Je voudrais juste qu'on soit très à l'aise avec cette équation basique. Ce n'est pas l'affaire d'une partie du monde. Il y a une partie du monde dont l'affaire est de plus en plus grande, mais cette affaire reste une réalité pour tous en Europe. Et rien n'est écrit sur le fait qu'en Europe, on restera 500 millions après 2050, accessoirement, parce que la misère est moins pénible sous la pluie. Mais on n'a pas compris un truc, c'est que l'agenda stratégique mondial, aujourd'hui, c'est l'Europe qui a souvent raison sur beaucoup de sujets. Moi, je suis très européen, j'assume de l'être. Et je pense que sur beaucoup de sujets, l'Europe, les pays européens, le diagnostic que font les pays européens, sur beaucoup de grands sujets internationaux d'avenir, ce sont des bons diagnostics. Mais le problème, c'est que l'Europe a raison toute seule. C'est-à-dire que nous écrivons de belles chansons, qu'on a tendance à chanter en ordre dispersé et sur la scène européenne et sur la scène internationale. Et ce qu'on a du mal à comprendre depuis des années, c'est qu'il n'y en a aucune qui devient un tube planétaire. Pire, en fait, il y a actuellement des acteurs déterminés, je dis bien déterminés, et l'Everest, c'est aussi une question de détermination. Il y a des acteurs déterminés pour faire en sorte qu'on n'ait même plus loisir d'écrire des chansons. J'ai quelques activités anciennes ou encore actuelles très loin du monde agricole, parce que moi, je n'en suis pas. Donc, j'observe ça de très loin, je l'ai toujours dit. Je n'ai pas de famille agricole, je ne suis pas agronome, je n'ai pas fait d'école agricole. On m'a parlé d'agriculture à 25 ans. Je fais partie de cette génération de Français qui est allée à l'école sans qu'on m'apprenne quoi que ce soit à faire de mes mains. C'est-à-dire que dans le monde de demain, je ne suis pas très bien. On a dans l'Everest alimentaire deux choses, et je terminerai par là. Je ne dis pas que demain, ça va être possible de se donner la main, chantonner collectivement et grimper vers l'Everest alimentaire gaiement. Les relations internationales n'ont jamais été la somme d'amitié. Encore moins aujourd'hui, encore moins dans le monde de demain. C'est-à-dire que les ressources seront de plus en plus convoitées. Au Club Déméter, on travaille beaucoup sur des sujets périphériques, sur les questions agricoles. Je peux vous assurer que sur tout ce qui est insécurité minérale, on risque d'en parler beaucoup plus dans les prochaines années. Sur tout ce qui est désinformation, j'ai fait un bouquin avec Thierry Pouche qui est sorti il y a 4 mois sur géopolitique du sucre. Il ne faut jamais oublier de perdre de vue que la déstabilisation de la filière betteravière en France, au Kremlin, ils ont appuyé sur tous les boutons qu'il fallait depuis quelques années. Donc après, vous pouvez faire des raisonnements agronomiques, climatiques, des ONG ici qui ne sont pas gentils, etc. Il y a dans le monde des acteurs déterminés pour fragiliser d'autres pays. Voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez bien qu'on fait tout pour ne pas rentrer dans le seuil maximal de la conflictualité. On est déjà dans la confrontation, juste en dessous. On n'est plus dans la compétition avec certains. Sachant que même dans la compétition, il y en a certains qui sont largement plus compétitifs que nous. Donc dans ce contexte, est-ce qu'on peut encore faire des choses ensemble? Lesquelles? Sur quoi agir? Et ça veut dire qu'est-ce qu'on fait au niveau déjà européen et que veut faire l'Europe avec le monde? Si l'Europe avec le monde propose un agenda de coopération désynchronisé, c'est-à-dire de parler de sujets qui ne concernent pas les priorités de certains pays dans le monde, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une partie du monde qui tourne le dos à l'Europe. Si l'Europe avance dans ce siècle en se disant le meilleur moyen de faire l'Europe de demain, c'est de flinguer l'Europe d'hier et les bases humaines qui ont fait l'histoire européenne, il y a de fortes chances qu'on n'aille pas très loin dans ce projet européen dans les prochaines années. Et on doit donc essayer de faire un maximum de choses ensemble, sans être naïf. Sans être naïf.
Donc défendre des valeurs, mais défendre des intérêts. Et l'autre point, pour moi, c'est qu'à un moment donné, on doit redonner... on parle beaucoup de recherche de sens aujourd'hui, chez les jeunes. Moi, je suis enseignant. Ces dernières années, ce qui m'a le plus inquiété, c'est de voir des jeunes qui, à 20 ans, en fait, n'ont plus de colonne vertébrale et sont un peu paumés, quoi. Ils sont paumés, en fait, ils ont fait pas mal de choses, ils sont brillants, ils interrogent, ils s'interrogent, ils ont de bonnes critiques sur des trajectoires de développement d'ici ou d'ailleurs. Il y a une connaissance, il y a un trop-plein parfois d'informations avec du tri à faire, c'est pas simple. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'en fait, ils n'ont plus la niaque. Mais pourquoi ils n'ont plus la niaque? Pour certains d'entre eux, pas tous. Eh ben, je pense que la responsabilité, elle n'est pas chez eux. Et moi, j'ai fait aussi ce bouquin pour dire qu'il y a des enjeux sur lesquels il faut concentrer nos efforts collectifs dans les prochaines années, dans le contradictoire, dans la diversité, en comprenant que tout le monde ne veut pas la même chose, fera pas la même chose, et on va dans des systèmes agricoles en France, en Europe et dans le monde hyper atomisés, et il faudra des multiplications de réponses. Donc vive la diversité dans le monde de demain, sinon rien. On a tous fait l'expérience pendant le Covid que quand on se parlait longtemps tout seul dans sa glace, sincèrement, en termes d'intelligence, les progrès étaient comme somme toute limités. Bon. Et l'autre chose, c'est avoir conscience de où sont les risques, mais de garder la niaque. Et pourquoi j'insiste là-dessus, et ça a été ma motivation principale pour faire ce livre, c'est que j'en ai ras-le-bol qu'on dise à des jeunes de 20 ans, dans un si grand pays et si sécurisé pays que la France, j'ai passé pas mal de temps dans ma vie ailleurs qu'en France, je ne suis pas complètement français par ailleurs, je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer et d'essayer d'améliorer ou la France ou l'Europe. Si on aime l'Europe, il faut la rendre meilleure. Par contre, il y a des endroits dans le monde où franchement c'est un peu moins facile. Et ce qui m'agace, c'est qu'aujourd'hui, on a passé des années à expliquer à des adolescents, à des jeunes, vous allez moins bien vivre que vos parents, vous allez crever de chaud en 2050, voire même mourir avant. Et en gros, soit ça va être la guéguerre et la loi du plus fort, parce qu'en fait, ce qui se passe sur la scène internationale, c'est ce qui se passe dans la vie sociale de proximité. C'est que les gens se tendent de moins en moins la main. Les gens qui ne sont pas d'accord s'écoutent plus. On ne pense pas la même chose, donc c'est qu'on ne peut pas se parler. Aucun intérêt à comprendre pourquoi on ne pense pas la même chose. Le contradictoire, on est en train de le tuer en démocratie. En plus, il y a des gens, je vous ai dit, ils appuient facilement sur les boutons. On est en train d'avoir un discours vers les jeunes qui est un discours de démobilisation. Résultat, il y a de moins en moins d'engagement. Engagement citoyen, engagement collectif, engagement vers l'avenir. Et on a un mal-être collectif qui s'installe, une quête de bonheur individuel qui se développe, et ça ne permettra pas de faire l'Everest. Donc voilà pourquoi j'ai voulu rédiger cet ouvrage, en rappelant un point de base. On parlait du camp de base. Le camp de base, aujourd'hui, pour tous sur la planète, comme pour toutes celles et ceux qui vont naître dans les prochaines années, le camp de base, c'est d'abord avoir de l'alimentation. Et contrairement à ce que certains disent, je commence à douter de notre capacité à pouvoir produire plus demain. Et je crois que le grand raisonnement stratégique qui doit s'installer et dans le monde, et en Europe, et en France, c'est comment demain produire autant qu'aujourd'hui, le plus stablement et longtemps possible. Grande nuance. Donc oui à la production, oui à l'entrepreneuriat agricole. Je sais que c'est un sujet important chez Agridé. Donc parlons de profitabilité des entreprises agricoles, parlons de la soutenabilité de ces entreprises agricoles, parlons de portabilité de ces entreprises agricoles, comment bien les transmettre, comment faire en sorte qu'elles soient pérennes. Parlons de dérisquer les entreprises agricoles dans un monde qui va être
de plus en plus risqué, et pas que sur le plan climatique. Et ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes, à tous, à la société, aux agriculteurs, à quiconque, c'est que le premier quart de ce siècle s'en est allé, qu'on se souvient tous j'espère, du double coup de tête victorieux de Zidane en finale de la Coupe du Monde dans ce pays à la fin du siècle dernier. Et je vous rappelle que 2050, c'est plus près que cette finale dont tout le monde se souvient. On est plus proche de 2050 que de ce moment de 98 que beaucoup connaissent. Donc pour aller vers 2050, je l'ai dit, ardeur joyeuse, sinon rien, c'est-à-dire lucidité stratégique, mais enthousiasme permanent pour essayer de réussir. Et la vie est ainsi faite que pour être enthousiaste, c'est toujours mieux de faire avec les autres. Voilà, merci. Merci Sébastien. Je retiens une phrase de ton ouvrage dans l'introduction. Notre propos sera donc délesté de toute considération marginale pour concentrer l'effort de lecture sur 3 horizons incontournables: la sécurité, la soutenabilité, la santé. Tu les as parfaitement illustrés. Sur 3 conditions indispensables: la confiance, la cohérence, la constance. Effectivement, on peut parfois constater que l'on manque de confiance, de cohérence et de constance dans nos politiques, de cohérence dans le message aussi que l'on adresse aux jeunes générations. Tu l'as dit, qu'on a parfois un message de démobilisation. Malheureusement, j'ai parfois aussi l'impression qu'on a un message de démobilisation à l'égard de l'agriculture et des jeunes agriculteurs. Bon, faire croire que quand on est agriculteur, on va gagner 350 €, c'est impossible de faire venir du monde à l'agriculture avec de tels discours. Je crois qu'il faut réussir à en sortir, et pour ça, il faut construire effectivement les conditions. Je me permets, la première question, c'est par rapport au Green Deal. Cette politique initiée en 2019, juste avant le Covid, qui tentait à certains égards à la fois de restaurer, on va dire, la biodiversité, en tout cas d'assurer une meilleure préservation, de parvenir à la neutralité carbone en 2050, de réduire un certain nombre de substances telles que les phytosanitaires dans, on va dire, l'espace européen. Que faut-il garder de cette politique dans le cadre de la redéfinition d'une nouvelle politique nous permettant à la fois pour 2050, et là tu n'as pas fait de compromis et je te rejoins là-dessus, sur, j'allais dire, la politique zéro émission nette en 2050, qui à mon avis effectivement est une condition permettant de parvenir à satisfaire les autres objectifs, notamment celui de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut garder de cette politique et qu'est-ce qu'il faut rajouter à l'heure où on commence à parler d'un economic deal? Je te laisse la parole sur cette question et puis ensuite je fais tourner le micro dans la salle. Merci, merci de ce point. Vous avez bien compris que moi je n'étais pas un technicien. Bon, ce que j'aime dans la vie, c'est faire des ponts, des passerelles et voir les choses de haut. Hein, c'est peut-être mon côté ingénieur frustré que je ne suis pas. Le Green Deal, le problème, c'est pas le cap, c'est pas l'horizon. Le problème, c'est le chemin, les voies empruntées, l'équipement, le matériel, l'équipage, les Sherpas. Et ça n'a pas été défini. Et on a cru que le Green Deal n'était qu'une affaire climatique. Mais moi, je crois que sur le climat, on est en retard, alors que depuis 20 ans, on sait ce qu'il faut faire. Et sur le climat, on oppose et on a des vues stériles. Et on en arrive à quoi? On en arrive que certains expliquent que deux énormes erreurs, pour moi. C'est mon avis. Hein, c'est pas, on peut ne pas être d'accord avec ce que je vais dire.
Mais pour faire le combat climatique, certains en sont arrivés à dire la seule chose à faire, c'est de la décroissance générale. Ça me gêne. Parce que je ne sais pas qui pourrait avoir la légitimité pour dire cette partie de la salle, décroissance sécurité humaine, hein, dans les prochaines années, vous allez tous moins bien vivre. Au sens général, hein, pas juste les petites calories alimentaires à végétaliser, etc. Au sens général. Et l'autre erreur, me semble-t-il, c'est de dire une bonne dictature pour faire le combat climatique serait bien meilleure. Et ça, c'est une connerie monumentale. Pardon d'être un peu énervé là-dessus, mais sincèrement, quiconque n'a pas passé un peu de temps en dictature, bon. Donc, avant de tomber dans ces deux extrêmes, je pense qu'on peut rester raisonnable sur un objectif de neutralité carbone en se disant comment, avec qui, par quels moyens, avec quelles étapes, avec quelle gradualité, avec quelle soutenabilité pour faire des transitions. Les transitions, ce ne seront que des contraintes. Regardez, on nous bassine avec la sortie du tout pétrole, et on va y aller. Sauf qu'il faut juste être très clair avec tout le monde. La sortie du tout pétrole, c'est quoi? C'est plus cher, plus de temps, plus d'efforts. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis ardeur joyeuse. Si on ne fait pas comprendre aux Européens que les 30 glandeuses sont finies, Jean-Baptiste, tu sais que je me suis fait beaucoup d'amis il y a quelques années avec cette formule, et c'est pas qu'on n'a rien fait, c'est juste qu'on a arrêté d'avoir une intensité de vouloir construire l'avenir, en se disant demain l'avenir, c'est quoi? C'est être meilleur qu'aujourd'hui. On a laissé s'installer que pour demain, l'avenir meilleur serait soit revenir en arrière, soit surtout plus bouger, hein, se scléroser, s'immobiliser, assignation à résidence. Et d'ailleurs, je reviens sur l'impact Covid. C'est quand même des gens qui ont expliqué que finalement, la covidisation des modes de vie serait peut-être l'idéal. Ça ne devrait pas juste être une injonction sanitaire conjoncturelle, mais finalement une injonction au mode de vie. Hein, je vis, je consomme, je pratique toute ma vie au même endroit. Hein, je ne bouge plus. Bon. Donc avant de tomber dans tout ça, il me semble qu'on peut garder l'objectif Green Deal. Après, il ne faut pas oublier des réalités purement humaines. Et ça, sincèrement, je reviens un peu sur mon obsession des affaires humaines, en fait, parce que c'est important l'agronomie, c'est important le droit, c'est important l'économie, ça va sans dire. Mais il y a beaucoup de choses qui s'expliquent quand même par les affaires humaines. C'est pour ça que je ne crois pas au peut-on nourrir le monde, mais au veut-on, accessoirement. Mais il s'est quand même passé un truc depuis 2019 à Bruxelles, qui est qu'un Hollandais à l'agenda idéologique très clair, marqué, assumé, a tout de même terrorisé et les gens de la Commission et des députés européens, et il avait un agenda clair sur le fait que l'Europe du futur, c'était une Europe sans agriculture. Voilà. Donc je ne dis pas que demain, ce sera plus simple sans lui. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a eu, à partir de 2019, d'abord des événements internationaux, pandémies ou autres, qui font que l'Europe a été un peu chahutée dans certaines orientations. Mais en 2019, la Commission était quand même arrivée en disant on doit faire deux choses. On doit faire le Green Deal et on doit redevenir géopolitique. Hein, et je dis toujours, cette Europe de la 2G, en fait, elle doit passer à l'Europe de la 4G, c'est-à-dire Green Deal et géopolitique combinés, pas l'un ou l'autre, mais accepter la greenflation d'un côté, parce que si on fait des transitions climatiques, tout ce qui transite sera plus cher. C'est pas parce que certains continuent à dire que le bon prix c'est le bas prix qui en fait eux ne seraient pas enfermés au siècle dernier. Ben si, là ils sont bien enfermés dans le siècle dernier. Et le quatrième G, c'est la fin des 30 glandeuses dont j'ai parlé, c'est-à-dire se remettre à produire des choses, y compris en Europe, parce qu'il y a une partie du monde qui va arrêter de bosser pour nous, il y a une partie de choses qu'on a arrêté de produire parce qu'on pensait que c'était plus important, on va devoir en refaire, et on doit donc aller jusqu'au bout de cela, c'est-à-dire bien faire comprendre que travailler dans l'industrie, dans l'usine, dans l'agriculture d'aujourd'hui et de demain en Europe ou en France, c'est pas Germinal d'avant. Hein,
voilà, il y a de l'innovation, c'est d'autres choses, c'est de la technicité, mais on va rentrer dans d'autres cycles stratégiques dans lesquels les économies vont bouger. Il y aura un peu d'économie de guerre à aller chercher. Je pense que là-dessus, on n'est peut-être pas tout à fait encore bien conscient de ce que ça peut vouloir dire. Et dans cette économie de guerre, moi je crois fortement au fait que sur le plan agricole et militaire, mes deux sujets, en fait on est dans la même dialectique. C'est-à-dire qu'on a, dans les années 2000 et une partie des années 2010, on a dit la sécurité ça coûte cher, l'agriculture ça coûte cher, en plus on n'a pas de problème. Et depuis quelques années, on se rend compte que pouvoir se balader dans la rue avec un maximum de sécurité ou pouvoir vivre dans un pays avec un maximum de sécurité, sans dire qu'il y a zéro risque, soyons honnêtes, et d'avoir de l'alimentation tous les jours, sans rupture, en volume, de qualité, avec des performances RSE qui n'ont jamais été aussi élevées, de la performance nutritionnelle et de l'hyperpersonnalisation pour le microbiote comme jamais, etc. Tout ça a un prix. Et donc on relance. Relance, il est important. La relance dans le militaire et la relance dans l'agricole, d'un point de vue capacitaire, c'est rendez-vous décennie 2030. On a une petite fenêtre de vulnérabilité devant nous. Vous avez fait une étude récemment sur le cas poulet. On peut prendre l'exemple des fruits et légumes. Moi, ça m'avait fait marrer il y a un an. Enfin, marrer, ça dépend. Il y avait eu le congrès fruits et légumes en France et j'intervenais juste avant le ministre et j'avais dit au ministre j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Heureusement, il n'y a qu'un tiers des Français qui sont au rendez-vous du PNNS et qui mangent 5 fruits et légumes par jour. J'ai dit c'est une très bonne nouvelle. Si tous les Français étaient aux 5 fruits et légumes par jour, nonobstant les variables économiques et de cuisine, mais juste... si tout le monde en France était à 5 fruits et légumes par jour, il faudrait soit quadrupler les importations, soit quadrupler la production en France. Résultat, le plan de souveraineté fruits et légumes, c'est d'aller gagner 10 points d'ici 2035. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire... Et nos propositions sur le poulet, voilà. C'est pareil, c'est 10 à 15 points dans les 10 années à venir. C'est long. Et c'est déjà, c'est long l'agriculture, c'est long le capacitaire stratégique et le Green Deal, je reboucle, au niveau européen, ça va coûter cher. Regardez à l'échelle de la France le rapport Pisani-Ferry d'il y a quasiment un an. En fait, c'est un rapport qui dit quelque chose de très simple. Il n'est pas revenu sur est-ce qu'il y a un sujet climat, est-ce qu'on doit faire des transitions. Il a dit en fait combien ça coûte et qui paye. Et est-ce qu'on le raconte? Bon, et bien ça, en fait, je n'ai pas besoin de vous dire que dans un pays de confort comme la France actuellement, ce discours du durcissement des conditions qui viennent n'est pas forcément entendu par tous. Et en fait, je pense qu'il ne faut ni faire peur à l'excès, mais il ne faut pas non plus à l'excès se boucher les oreilles et se cacher les yeux sur la réalité du monde tel qu'il est. C'est pour ça que je dis lucidité indispensable, mais gardons la niaque du futur et le fait qu'on va réussir à faire des choses. Merci. Des questions dans la salle ou à distance? Oui. Oui, pardon? Oui, bonjour, j'enseigne à Unilassal, mais dans d'autres écoles, je rencontre régulièrement... Oui, Véronique Chauveau, Unilassal. Je rencontre régulièrement des jeunes d'autres écoles, par exemple les mines, qui montrent quand même une attitude un petit peu très activiste ou très paumée, comme vous disiez tout à l'heure, qui ne connaissent pas forcément les filières agricoles. Et la question se pose toujours comment les orienter, comment les aider. Alors vous, comment est-ce que vous faites avec ces jeunes, entre guillemets, paumés, qui renoncent, qui vous affirment tout de go qu'ils n'auront pas d'enfants, par exemple, voilà, ou qui ont des actes, le coup de la soupe sur la Joconde, voilà, c'est un exemple. Comment est-ce que vous faites avec ces jeunes en particulier
qui sont perdus? Moi, je vais vous dire, d'abord, très simplement, je suis très attaché à la liberté et je ne donne jamais Quand je fais la leçon à personne. Ça, j'essaie vraiment dans la vie de jamais faire la leçon. J'invite juste à élargir les questions, à se poser les questions peut-être autrement, à regarder les choses de manière plus globale, plus large, plus combinatoire. Et donc, chacun fait ce qu'il veut. Bon, par contre, j'étais à Unilassal il y a 48 heures, devant les deuxièmes années. C'était intéressant de voir les questions qu'ils m'ont posées par rapport à ce livre. Ils n'étaient pas sur un registre géopolitique, ils étaient sur un registre uniquement durabilité, les écosystèmes, la nature, le climat. C'est assez symptomatique. Moi, j'ai des enseignements au niveau master relations internationales à l'université à Lille, donc c'est des 5e années. Ce qui me frappe, c'est je ne sais pas s'ils ont une vraie perception du monde dans sa grande nuance actuelle. Et pourtant, ils ont voyagé énormément. Mais ce n'est pas parce que vous voyagez sur TikTok que vous voyagez réellement et humainement. Et cette génération un peu Netflix Deliveroo, elle me semble devoir nous poser des questions sur leur confrontation et du réel et de la diversité. Parce que vous savez que les réseaux asociaux, c'est quand même un peu... L'un des dangers de ces réseaux, c'est qu'ils vous enferment dans une communauté de semblables. Le meilleur moyen de devenir myope aujourd'hui, c'est de passer sa journée sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je crois au fait qu'il faut travailler beaucoup plus bas dans l'échelle de formation. Donc, ça m'arrive d'intervenir en lycée. Je pense que il ne faut pas sous-estimer ce moment-là. Ensuite, je pense sincèrement que les programmes scolaires aux étages en dessous doivent nous interroger aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas qu'on fasse l'école en 2024 comme on la faisait il y a un siècle. Vous prenez une photo d'une classe il y a un siècle et aujourd'hui, il y a plus de couleurs, il va peut-être avoir un peu plus de numérique. Enfin, on en sort. Hein. Je vous rappelle qu'on est en train d'enlever les écrans des écoles. Hein. Et je vous rappelle que quand vous êtes en CM2 aujourd'hui, on fait passer aux enfants un permis Internet organisé par le ministère de l'Intérieur pour que tout le monde soit bien aguerri au risque sur Internet, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques années. Donc il y a des petites choses quand même sur lesquelles j'attire l'attention aussi. Mais on fait l'école assis du matin au soir. Très bonne idée en termes d'une seule santé. Et on apprend des choses qui ne servent pas toujours à grand-chose. Je pèse mes mots. J'ai ma grande qui est en 6e. Ça m'interpelle parfois. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va falloir dire beaucoup plus dans les prochaines années? C'est que si vous faites un lycée professionnel, c'est super. Si vous faites un lycée agricole, c'est super. Si vous faites un lycée généraliste et un bac littéraire, c'est super, parce qu'on ne va jamais avoir autant besoin de sciences humaines dans les prochaines années, parce qu'il y a une partie des machines qui, sur certains jobs, vont challenger. Par contre, ce qu'il faut qu'on arrête de faire, c'est de dire il y a des bonnes filières, il y a des bons secteurs. Alors, moi, je crois qu'on doit prendre conscience aujourd'hui d'un point, et c'est ça ma question, mon doute, c'est est-ce qu'on est capable encore, en Europe, en France, de dire nous avons le privilège d'élargir l'éventail des enjeux qu'on veut traiter, des politiques publiques qu'on veut développer, des problématiques qu'on veut régler. Et c'est notre grand luxe. C'est qu'on a ces dernières années un éventail de sujets qui s'élargit. Avec le corollaire, c'est qu'on a mal hiérarchisé dans l'ouverture des thèmes. Et donc, en hiérarchisant mal, on en oublie ce qui est stratégique et ce qui est superflu ou plus marginal. Et l'autre chose qu'on a commis comme erreur, je l'ai dit, c'est qu'on a même eu le culot de dire pendant quelques années, il y a des sujets, il y a des secteurs, il y a des métiers, c'est fini. Donc, on voit qu'il y a de la correction à faire déjà autour de tout ça. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que dans les années 90, un lycée agricole, vous aviez un bac des primes. En termes d'ingéniosité technocratique sur les appellations, franchement, il n'y avait pas mieux pour dissuader tout le monde. Moi, quand on m'a raconté ça, je croyais que ce n'était pas vrai. Mais c'est vrai. Voilà. Sincèrement, je crois qu'il y a assez de lettres dans l'alphabet pour qu'on puisse éviter le bac D, juste pour le nuancer en mettant un prime. Et celui qui a trouvé ça, sincèrement, un jour, j'aimerais bien le rencontrer et lui demander
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pour le coup, ça m'interpelle. Peut-être qu'il a fait l'Everest et qu'il a eu l'idée en redescendant et il lui manquait les 2 tiers d'oxygène dans le cerveau. D'autres questions dans la salle? Oui, vous avez beaucoup évoqué la sécurité alimentaire et bien sûr, c'est important. Et dans votre livre, vous évoquez aussi à un moment donné le sujet de l'eau, en fait, et l'enjeu stratégique et géopolitique de l'eau qui dépasse là aussi les frontières, avec certainement à terme des déplacements de population, des déficits majeurs dans certains lieux géographiques où là, vous dites on peut se passer de repas, mais l'eau, c'est plus compliqué. L'eau, oui, pourquoi je dis ça? D'abord parce qu'il ne faut jamais oublier que l'eau potable, preuve en est, c'est que c'est de très loin le premier aliment consommé sur la planète. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Accessoirement, c'est aussi le plus grand business alimentaire du monde. Regardez les BU eau de certains grands groupes agroalimentaires. Il y a 2 BU qui cartonnent dans les grands groupes agroalimentaires, l'eau et Pet Foods. Je ferme ma petite parenthèse parce qu'en ce moment, je me suis un peu excité sur les chiens et chats. J'ai rien contre, mais c'est la 3e population mondiale à domicile. Et ça consomme. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On n'en parle pas. Il faut abattre l'élevage, mais par contre, le pet foods, zéro débat. Je me suis fait beaucoup d'amis ces derniers temps. Et le pire, juste quand même pour vous dire, c'est que je n'ai absolument rien contre. C'est juste que vous voyez que parfois sur certains sujets, parce que c'est pas mainstream, voilà, il y a des choses, quand vous êtes un peu contracyclique, parce que vous voulez juste poser des questions, essayer de comprendre, en fait, au lieu de comprendre que vous posez une question, des gens comprennent que vous êtes anti-sujet que vous questionnez. Il y a quelques mois, j'étais intervenu sur l'Europe en critiquant l'Europe. J'avais reçu des balles en étant un affreux anti-européen. Franchement, c'est très mal. Bon, voilà. Donc, c'est marquant ces affaires-là. Sur l'eau, donc l'eau alimentaire, mais l'eau pour produire, avec peut-être 3 choses rapidement. Stocker de l'eau, c'est sécuriser l'estomac des consommateurs. C'est pas pour aller à la piscine l'été quand le travail agricole est fini. Et dans certains pays, les méga-bassines s'appellent des barrages. Et dans beaucoup de pays, les barrages sont à vide. Et dans beaucoup de pays, ce qui s'est passé à Sainte-Soline est une hérésie vue d'ailleurs. Deuxième point, où est-ce qu'on va trouver plus d'eau demain? Dans les économies d'eau utilisées dans l'agriculture. La croissance des disponibilités en eau dans le monde de demain, comme la croissance des produits agricoles et alimentaires dans le monde de demain, c'est la réduction massive des gaspillages. Il ne faut ni jeter de l'eau, ni jeter de la nourriture. Et ça veut dire de l'irrigation encore plus précise, du stockage encore plus robuste, et peut-être des aqueducs modernes qui permettent de transférer de l'eau sur des territoires sur moyenne ou longue distance, et accessoirement, s'il y a moins de gaz dans certains gazoducs, puisqu'a priori c'est robuste d'un point de vue physique, on peut peut-être faire circuler de l'eau dans des tuyaux qui sont amenés à être vidés dans les prochaines années si on veut décarboner. Je ne sais pas, je me pose bêtement cette question. Je ne suis pas ingénieur, mais j'essaie de lancer des perches. Bon. Et puis, 3e plan, moi je travaille beaucoup sur la mer, le dessalement de l'eau de mer. Ce n'est pas l'unique ou la solution merveilleuse sans problématique, ça ouvre des problématiques, mais je constate qu'il y a une partie du monde aujourd'hui qui boit l'océan, et qui boit l'océan pour l'eau potable et pour irriguer, et que même si ça coûte cher, ils considèrent qu'aller chercher de l'eau de mer, la dessaler, c'est un investissement pour de la sécurité alimentaire et de la sécurité générale tout court. Et sur le dessalement de l'eau de mer, les techniques progressent, et je pense que c'est un sujet qui, par exemple, en France, devrait être beaucoup plus présent qu'il ne l'est aujourd'hui, et pour
pour vous dire sur les sujets sur lesquels je travaille beaucoup aujourd'hui, moi je crois qu'il y a un Everest alimentaire en France qui est en train de commencer dans nos outre-mer. Et je rappelle qu'à Mayotte, on dessale de l'eau de mer. Et il n'y en a pas assez. Et donc, je pense qu'il y a des problématiques dans nos outre-mer qui vont devenir des problématiques peut-être plus régulières en métropole. Je le dis parce que je trouve qu'on oublie les outre-mer quand on pense à la France dans le monde. Et j'ai une petite obsession ultramarine parce que je crois que la mer est un lieu d'échange et de connexion et de solidarité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a des circulations en mer qui sont plus que contrariées, à la fois en raison du climat, Panama, à la fois en raison de la géopolitique, confère par exemple Bab el-Mandeb. Je vous invite un jour, si vous pouvez y aller, à aller à Djibouti. Allez-y léger, il fait 50 degrés à 6 heures du matin. Petit théâtre du monde. Et quand vous êtes à Djibouti, vous prenez un peu la température du monde tel qu'il est, sur le plan géopolitique et pas que climatique. Oui, bravo. Moi, je trouve que tout ce que tu dis est excellent. Je me souviens une phrase de Pisani qui disait « Quand une politique a réussi, c'est là qu'il faut la changer ». Et je suis frappé par deux choses. La première, nous avons abandonné à partir de 1992 la politique de stockage. Et tout le monde considère aujourd'hui que on a bien fait d'abandonner ça puisque ça avait conduit à des dépenses importantes, etc. Il n'empêche que je ne vois pas comment on peut retrouver une certaine sécurité et un contrôle de la spéculation si, aussi bien pour les médicaments que pour l'agriculture, on ne remet pas en marche une politique de stockage. Autre conclusion par rapport à ce que disait Pisani, nous avons mis en place une politique d'aide directe qui est finalement une politique de rentier, qui a pour conséquence d'augmenter le prix de la terre, puisque c'est une aide à l'hectare, que ce n'est pas du tout une aide à l'innovation. Et là, je m'interroge sur la capacité d'évaluation des politiques, et je viens sur ma troisième observation. Si on faisait l'évaluation de la politique agricole, quel est le secteur qui a le plus bénéficié de cette manne budgétaire? Probablement les grandes entreprises de l'amont et de l'aval, sur lesquelles nous nous interrogeons à peine, pourvu qu'on est un champion national, alors qu'en fait, on devrait dire que la plupart de ces grandes entreprises sont des monopoles, et qu'en tant que monopoles, elles sont une négation totale de ce qu'on voudrait nous faire admettre que le libéralisme a beaucoup d'avantages. Si vous avez dans un libéralisme des monopoles, c'est le contraire, ça ne marche pas. Le libéralisme est inefficace. Et donc je voudrais avoir ton avis sur ces trois domaines qui me paraissent importants actuellement et qui font qu'on a l'impression que parce que dans le passé on a utilisé quelque chose et que ça n'a pas marché aussi bien, alors qu'au début ça a quand même bien marché, mais ça n'a pas marché aussi bien, on peut la reprendre. Donc c'est le côté de dire comme si l'histoire, elle se terminait à un certain moment. Mais enfin, bon Dieu, les pharaons d'Égypte avaient du stockage. Donc voilà. Je te coupe la parole parce qu'on a presque fini. Je te remercie de cette dernière question. On va laisser Sébastien répondre. Après, j'aurai juste un commentaire des gens qui sont Enfin, où je vous lis le commentaire. Ils disent « Un soupçon d'espoir. L'agriculture française est en ce moment remise à plat. Preuve en est l'article 1er du projet de loi agricole qui recentre l'agriculture française. » Ben, oui, c'est le correctif, la relance, le rattrapage, le capacitaire, juridique, financier, technique, tout ce que vous voulez, scientifique, formation, qui est espérons-le, en cours et de manière combinatoire, donc cohérente. Sur les remarques de Lucien, juste pour finir, oui, en fait, on a tué le toyotisme. Donc les stocks, c'était mal. On était dans une logique just in time. Et comme dit Arnaud Petit, le DG du Centre international des céréales,
En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a une partie du monde qui n'est jamais rentrée dans cette logique, qui a au contraire investi dans le stockage. Alors évidemment, les mastodontes géopolitiques Chine et Inde qui, malgré leur entrée à l'OMC, ont stocké et fait des aides directes de manière massive. Je rappelle toujours qu'en céréales, la planète a 4 mois de consommation. Vous enlevez la Chine et l'Inde, vous avez 3 semaines. Ce n'est pas tout à fait la même affaire. Donc on a tué le tuyautisme, alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans des logiques just in case, c'est-à-dire très précautionnistes. C'est là où la souveraineté a gagné un peu sur le reste, c'est qu'aujourd'hui il y a des pays qui se disent, en fait, si j'ai une bonne récolte, il faut que j'en garde beaucoup au cas où. L'année prochaine, c'est pas génial. Puis peut-être je vais en garder parce que je vais peut-être devoir, auprès de certaines relations, en partager. Et la logique, elle n'est pas uniquement commerciale et économique. C'est ça qui est en train de bouger aujourd'hui. C'est qu'il y a une partie du commerce international qui n'est pas uniquement économique. Je ne vous apprends rien, enfin j'espère, en rappelant qu'il y a du pétrole ou du blé russe qui est transbordé d'un navire fantôme à l'autre en pleine mer, juste pour réoriginer. Bon, voilà, c'est une sorte de troc contemporain. À Dubaï, tout le monde s'interroge sur la marque de la grande machine à laver financière actuelle. Donc ça, c'est une réalité. Il y a une partie du monde qui ne joue pas du tout avec les mêmes règles, etc. Donc, est-ce qu'on doit avoir plus de stockage demain en Europe? Le seul pays qui fait encore des stocks alimentaires, je rappelle, c'est la Suisse, qui a une vraie politique de stock alimentaire. Et puis, à ta question sur rentier, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations, mais pour moi, l'un des grands sujets, que ce soit pour l'entreprise agricole au niveau géopolitique du bas, c'est-à-dire du territoire, ou du sujet ambition agricole d'une nation, géopolitique par le haut, je pense que le sujet, c'est surtout pas dire qu'il y aurait un seul et unique modèle. Voilà. Et ça, je pense aussi que on en parlait tout à l'heure, il faut être très vigilant, je crois, en Europe et en France, dans ce moment de relance, sur le risque qu'on décrète qu'il y aurait un et unique modèle, soit pour l'exploitation agricole, soit pour la bonne politique agricole ou alimentaire d'un pays. Non, il n'y a pas un modèle. Surtout pas. L'approche combinatoire. Merci beaucoup, Sébastien. Nous devons te libérer. Merci pour cet éclairage. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter Sébastien. La relance productive et l'avenir de l'Europe, ce sera le sujet de la conférence d'Assemblée générale d'Agri-Day le 6 juin prochain. Donc voilà, on est au cœur des enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui. Encore merci, je pense que le succès est au rendez-vous. Il y aura certainement un deuxième Matinagri. Je passe le micro au président d'Agir Agri. Sébastien Abyss, je crois, au nom de tout le monde et au nom de tous ceux qui nous représentent dans nos bureaux délocalisés, un immense merci. Merci beaucoup parce que je crois que ça a dépassé l'attente. On attendait beaucoup de vous, mais ce que, en tous les cas, personnellement, j'ai apprécié, je pense partager, c'est votre discours concret. C'est-à-dire qu'en gros, fait d'actions que l'on aurait envie qu'il se passe. Donc, je serais tenté de dire qu'est-ce qui fait que. Voilà. Mais ça semble. Votre discours est clair. Voilà. Donc, il y a une forme de clarté, d'accessibilité. Et avec cette vision stratégique et faite d'actions qui doivent se passer. Donc, vive la raison. Vive la raison de demain. Donc, en fait, vous nous avez mis en appétit. En appétit pour aller relire vos livres, Géopolitique du blé ou Hors bleu. Et puis, bien sûr, on vous encourage tous, et il y a des ouvrages qui sont ici à lire. Veut-on nourrir le monde? Voilà. Merci à vous, grand merci, et je pense qu'on aura l'occasion de vous suivre, et c'est vraiment passionnant, ce temps que nous avons passé avec vous. Donc, comme le dit Jean-Baptiste, ça nous donnera vraiment envie de recommencer, et on peut d'ores et déjà vous donner rendez-vous pour le 4 octobre. Voilà, c'est écrit ici, voilà, la prochaine Matinagri, le vendredi 4 octobre. Peut-être qu'on peut dire que ce sera encore ici.
Voilà, voilà. Mais en tous les cas, nous, on a envie. Donc, quand on a envie, pourquoi pas le faire? Et donc, on aura certainement l'occasion de concrétiser. Merci à tous, en tous les cas. Nous avons passé un très bon moment ensemble et bon retour dans vos régions. Merci à vous.